Oh, que c'est beau! Amis voyageurs, bonjour à tous! Nos échappées belles sont jurassiennes aujourd'hui. Plaines, vallées, coteaux, massifs, montagnes. Les paysages du Jura sont très variés et absolument splendides. Ici, la nature est reine. Près de 50% du territoire est occupé par la forêt. Vous pouvez l'admirer autour de moi. Et tous les passionnés que nous allons rencontrer sont amoureux du Jura, qu'ils soient Robin des Bois de la faune sauvage, championne de biathlon ou encore chef avec de belles lunettes. Partons à leur rencontre. Une échappée verte dans le Jura. Le Jura, c'est la nature avant tout. Et l'humain, il vient faire ses petites expériences, il s'adapte. Délicieux! Loin du bruit et du stress. On peut voir un lac avec la forêt autour sans aucune habitation, ce qui est assez remarquable et ce qui devient de plus en plus rare. L'eau est chaude, on se croirait presque à Tahiti. Sophie Jovillard vient se ressourcer. Oh, c'est costaud ça! Alors là, c'est la boutique des tentations chez toi, Marc. Tu crois qu'on va avoir une chance de croiser cette femelle lynx là que vous avez relâchée récemment? Et se reconnecter à l'essentiel. Je prends l'oiseau avec les ailes bien le long du corps et puis après, voilà. Ça n'a rien à voir avec un vrai restaurant. Non, là, franchement, on a l'impression d'être un peu seul au monde, en fait. Dans le Jura, tout est plus vert. De une, c'est très très beau. Et de deux, un exploit. Et c'est pas tous les jours que tu peux faire ça. Et jamais de ma vie, j'ai cru que j'allais monter aussi haut. Et de temps en temps, changement d'ambiance. On vient sans qu'on nous force. Ça fait partie de ces traditions qu'il faut savoir perpétuer. Ouais. C'est un peu notre devise, construire ensemble et avec nos différences. Bienvenue dans le Jura. Et voilà, voilà, comme sur des roulettes. Je te sens déjà à l'aise. Oui, bien sûr. Salut. Salut. Bonjour. Bonjour. Ah bah ça va être chouette, hein. On a un beau petit terrain de jeu là devant nous. Il y a plein de petits sites, c'est pas des grandes montagnes, mais on a des sites assez sympathiques et généreux qui font des belles ascendances et on peut passer un petit moment en vol. En fait, quand on fait du parapente, on regarde moins le sol et de plus en plus le ciel. On a toujours le nez en l'air. Bah c'est une belle philosophie de vie ça, Oui, hein. tout à fait. Wouhou! Ah, c'est toujours impressionnant, hein. Ah là 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 là. T'éprouves toujours le même plaisir, toi? Toujours. Ouais. Oui, oui. Le décollage, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel. C'est toujours sympa de quitter le sol, de s'envoler. Ouais. Puis en vol, il y a plein de trucs à voir, il y a plein de trucs à ressentir. Alors, décris-moi un petit peu les paysages qui sont devant nous. On a vraiment là des paysages typiques du Jura? Alors le Jura, il y a plein de facettes. Ouais. Il y a le Haut-Jura, les premiers plateaux, et là on est sur ce qu'on appelle le revermont, c'est-à-dire la colline qui donne du premier plateau sur la plaine. Qu'est-ce qu'on a là à droite devant nous? Un fort Vauban, domaine du fort Saint-André. Et puis on a les reculés, celles d'Arbois, Poligny, qui sont quand même des sites très caractéristiques du Jura. Une reculée, c'est une vallée en cul-de-sac, souvent très boisée puisqu'on est dans le Jura. C'est vraiment une formation géologique typique. Tout à fait. La géologie nous a façonné des paysages très très originaux. C'est vrai. Ensuite, on a Salins, là, qui est une petite ville dans le creux, cachée dans le creux de la vallée. Ah ouais, je vais y aller. Après une période d'industrialisation qui a diminué et qui s'est éteinte,
Aujourd'hui, la ville, la région se tourne beaucoup vers le tourisme et beaucoup d'infrastructures se développent. Donc c'est un plus pour nous aussi, qui sommes dans les activités touristiques. Je profite encore de ce paysage. Merci pour ce vol. Hein. De rien. Vraiment tout en douceur. Merci beaucoup. Le commandant de bord vous annonce que nous allons peut-être traverser une légère zone de turbulence. Dommage. Raté. C'est fini dans l'herbe. C'était bien parti pourtant, mais ça se termine dans l'herbe. Terre de grands espaces très peu urbanisés, le Jura se prête particulièrement à la randonnée. Le circuit des grandes traversées du Jura, long de 500 km, permet de découvrir la région en autonomie avec 7 activités différentes en toute saison. L'hiver en raquette, ski de fond ou ski de randonnée, et à la fonte des neiges, à vélo, VTT, cheval et bien sûr à pied. Bonjour. Vous avez vu cette végétation là? On est à la fois sur du feuillu, à la fois sur du conifère, principalement du hêtre, hein, on a des belles forêts. Ce groupe d'adolescents vient des quartiers de Douai, dans le nord. Ils sont partis pour 3 jours en itinérance. Pour ces citadins peu habitués à la randonnée, ici tout est nouveau. On a choisi le Jura parce que on sait qu'on peut vite être isolé. Il y a tout un intérêt à l'itinérance, c'est-à-dire couper avec son cadre de vie habituel, se retrouver dans la nature, découvrir une autre vie, et puis découvrir le goût de l'effort, être fier de ce qu'on peut faire. Les grandes traversées proposent des parcours thématiques. Au programme aujourd'hui, 15 km dans les hautes combes du Jura. Lucas, accompagnateur en montagne, guide les jeunes sur ces plateaux d'altitude qui abritaient autrefois de nombreuses fermes isolées. Allez voir les jeunes. Bon, mine de rien, on est en train de passer devant un morceau de l'histoire et du patrimoine des Hautes-Combes, puisque ce bâtiment là sur la gauche, c'est l'ancienne école des Closettes. Et c'est quand même incroyable de se dire qu'à la fin du 19e siècle, cette école a ouvert et il y a eu jusqu'à 40 élèves. Donc dans le temps, on n'hésitait pas à prendre les raquettes, les skis, et puis à faire des kilomètres pour aller à l'école. C'était compliqué quand même parce que quand on regarde, nous, on est à pied, il y a quand même des moyens de locomotion, il y a les bus, il y a les voitures, mais bon, même si ça glisse, mais on a ça et eux ils y allaient qu'à pied, donc ça fait du courage quand même. Pour rester coupé du monde, de nombreux hébergements en pleine nature jalonnent le parcours. À 1300 mètres d'altitude, voici le refuge du Berbois. Bonjour. Bonjour madame, on a une réservation pour la yourte pour ce soir. Eh ben, super, je vais vous montrer, venez. Eh ben, merci beaucoup. Suivez-moi. Laurence est la maîtresse des lieux. Elle vit ici toute l'année. Vous faites attention parce qu'on a un renard qui pique les chaussures. Aïe. D'accord. Ouais. Ok. Donc en fait, la nuit, vous fermez bien le sas en bois. D'accord. Et vous laissez pas vos chaussures dehors, sinon tu te retrouves avec une chaussure en moins. En plus de l'habituel dortoir, Laurence accueille les randonneurs dans une yourte ou un tipi pour un dépaysement total. Un exotisme qu'elle cultive jusque dans la cuisine. Ce soir, c'est poulet à l'asiatique avec des carottes au gingembre. Les gens ont déjà, pendant plusieurs étapes, mangé ou des pommes de terre ou de la saucisse de morteau. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait varier un peu les plaisirs. Je vais récupérer les panières de pain parce que le pain part très vite. Vous avez faim, c'est jeune. Ah bah oui. Papa, je peux avoir les carottes s'il te plaît? Les grandes traversées du Jura sont bien connues des cavaliers.
500 km de sentiers balisés, une vingtaine d'hébergements capables d'accueillir les chevaux. Peu de régions en France possèdent autant de structures pour randonner en itinérance. Alors le Jura, c'est la nature avant tout. L'humain, il vient faire ses petites expériences, il s'adapte. Pas comme dans certaines autres régions où c'est l'humain d'abord. Voilà, là, c'est la nature d'avant tout. Et je crois que c'est un joli, chouette coin vraiment pour les chevaux, puisque eux, ils sont dans leur milieu. Et puis nous, ça nous permet de revenir à quelque chose de très essentiel. Et avec les chevaux, on n'a pas le choix, quoi. On est forcément amené à vivre l'instant présent et décompresser. On a des sentiers très variés, donc c'est intéressant aussi d'aller expérimenter ça. Autant des chemins de cailloux que des forêts, des très escarpés, plats, etc. Donc de voir beaucoup de paysages. Et de temps en temps, de vastes prairies permettent de lâcher les chevaux. Pour nos jeunes randonneurs du Nord, pas question de galoper. Allez, on a bientôt terminé là. Ils achèvent l'ascension du Crêt de Chalam, point d'orgue de leur périple. Allez, c'est bien. Encore un effort, on y est bientôt là. 300 mètres de dénivelé pour s'offrir un point de vue panoramique sur les Vosges, le Jura et les Alpes. Bravo! Nous voilà au sommet du Crêt de Chalam. C'est un petit peu notre montagne fétiche ici, puisque vous avez vu le panorama qu'on a ici. C'est assez incroyable. Tout à fait au fond, on voit le Mont Blanc, là, cette grosse masse montagneuse blanche neigeuse. 4810 mètres. Cette vue imprenable sur le toit de l'Europe vient couronner une journée d'efforts intenses pour ces jeunes urbains. De une, c'est très très haut. Et de deux, un exploit. C'est pas tous les jours que tu peux faire ça. Et jamais de ma vie, j'ai cru que j'allais monter aussi haut. C'est la première fois que je viens ici et tout ça, que je vois le Mont Blanc et tout ça juste là-bas. Franchement, c'est magnifique, ouais, faut le dire. Je suis fier de moi. J'ai jamais monté tout ça. Pouvoir se découvrir soi-même, tout en découvrant la région, c'est une des promesses des grandes traversées du Jura. Alors ici, Fred, à Champagnole, on est vraiment au cœur du département du Jura, aux portes du parc naturel régional du Haut-Jura. Tout à fait. Donc le nom de Champagnole, c'est la perle du Haut-Jura. Ouais. C'est une ville où on s'y sent bien, qui est très développée. Et sur 1 heure de route, on peut atteindre Besançon ou encore même Dijon. Et ensuite, on dépasse le Haut-Jura, les crêtes, on arrive à Genève. Donc là, je vais te présenter un copain qui est fromager depuis plusieurs générations. C'est Marc Janin. Ouais, mais déjà, sa boutique est très belle. Eh bien, Sophie, je te présente mon pote Marc. Salut Marc. Bonjour. Salut. Ça va? Ça va et toi? Voilà, qui va te faire découvrir tout son savoir-faire et ses talents. Alors là, c'est la boutique des tentations chez toi, Marc. Oui, exactement. Puis là, tu es juste devant les fromages du massif jurassien. Ne va pas plus loin. Oui, je m'arrête là, c'est ça la frontière? C'est ça, c'est juste ici. Là, on passe en Suisse. Oui, d'accord. Tu as passé la frontière. Je vais me mettre là, alors par là. C'est ça. Le petit palais au Mar, ça a friné au Mar d'Arbois, tu vois. Après, ici, on a aussi le bleu du Haut-Jura. Ouais. On a également le morbier ici, avec 2 affinages. Parce que notre travail, c'est d'affiner les fromages. Fromager, affineur, là, il y a du savoir-faire, attention. Ouais. Alors finalement, plus on marche dans ta boutique, plus on voyage en France. On se promène, c'est ça. En France, mais à l'étranger aussi. Ouais. Mais les fromages qui ont le plus de succès, ça reste quand même les fromages de la région? Un client qui repart sans compter de la boutique, ça n'existe pas. C'est ça, c'est pas possible. Toi, quel est ton fromage préféré? Le morbier. Le morbier. Ça va, tu valides? Le morbier, on valide. Ouais, ça fait partie aussi. Compter morbier. Ouais.
Tu vois la photo qui est derrière tu toi? montres là, ouais. Médaille d'or, concours général agricole, 25 août 1905. Ça, c'est génial. Charles Janin. C'est la photo de mon arrière-grand-père. Voilà, c'est lui qui s'est mis à faire du fromage. Lui, il fabriquait le fromage. Du coup, notre métier, c'est plus le même que du temps de mon arrière-grand-père. Mais par contre, on est devenu crémier affineur. Crémier affineur, d'accord. Et 5 générations dans le fromage aujourd'hui. Ça, c'est chouette. Alors, je vais te montrer comment on affine un morbier, notamment chez nous. Ça, c'en est? Ah, c'est des morbiers qu'on est en train de vendre au magasin. Là. Ils sont juste mûrs. Ne dis pas que tout ça, ça part dans la semaine quand même. À 15 jours. C'est vrai, Non, c'est vrai. dingue. Et là, Ils ont un succès fou, tes fromages. Là, tu vois, ça, c'est des morbiers qu'on va frotter une fois par semaine. Donc ça, c'est un fromage qui a, pour moi, vraiment un bel aspect. Tu le regardes, il a une belle croûte, un peu homogène. Quand j'appuie dessus, on a ce côté... tu sens que la pâte, elle est très fondante. Voilà, tu vois, quand je fais ça, la main du fromager, la main du crémier, c'est très important. C'est notre premier outil, c'est-à-dire que grâce à ce toucher, on va pouvoir avoir une image de la texture du fromage et de son évolution. Tu vois, je suis sûre que ça, c'est un gars qui parle à ses fromages. Bah, c'est ses enfants. C'est vrai, hein? Non, non. Non, par contre... Bah si, bah, je discute. Tiens, là, on arrive devant le rayon des tomes affinés au vin jaune. Et là, pour moi, c'est un fromage qui est vraiment l'emblème de l'association de deux produits vraiment de notre terroir, c'est le fromage et le vin jaune. Tiens, Fred, prends-moi ce fromage. On voit bien cette couleur derrière. Ouais. Ah, puis la fougère, c'est une signification particulière. C'est joli. Non, c'est juste une décoration. C'est une fougère naturelle, tu vois, qu'on va chercher dans les bois. Et puis, c'est chouette, c'est joli. Alors, toujours dans le souci du détail, et puis de la technique, et puis de la passion. Ouais, c'est sûr. C'est le côté artistique aussi, tu vois, du fromager. Mais tu vois, ce que j'aime beaucoup dans ce produit, c'est vraiment le côté simple. Parce que, tu vois, là, je prends une petite pâte comme ça. Et toutes les semaines, on va frotter ce fromage avec du vin jaune et du sel. Et finalement, ce que j'ai sous les mains, c'est un produit où c'est du lait, du sel et du vin jaune. Tout simplement. Un vrai produit nature. Tu vois, c'est la nature qui fait le reste. Ces odeurs. C'est vrai que ça sent bon, hein. Voilà. Bah Fred, moi je voulais te remercier de m'avoir présenté Marc, parce que tu transmets ta passion pour ton métier, tes fromages avec énormément de générosité. Et ça, c'est très agréable. Je suis vraiment heureuse de t'avoir rencontré. Bah, merci à toi. Merci à vous. Le Jura, c'est beau vu d'en haut, mais c'est aussi pas mal du tout quand on est sur le plancher des vaches. Surtout quand on découvre un site comme celui-là, là, on est aux Cascades du Hérisson, c'est beau, il fait frais et c'est vraiment un site naturel magnifique. Hein. Oui, on est au milieu de la verdure, c'est très joli. Venir ici, c'est ressourçant pour toi? Alors, c'est très ressourçant, c'est les jeux de lumière, la couleur de l'eau qui peut être différente suivant la saison, suivant la météo, et puis la tranquillité, pareil. J'ai envie de dire, c'est enfin le moment du pique-nique. Hein. Ouais, ça creuse. Hein. Et puis, les fromages de Marc sont tellement appétissants que j'ai hâte de les goûter, là. Hein. Avec le petit apéritif local de Macvin, ça va être un délice. En tout cas, tu as trouvé un bel endroit, là, pour le pique-nique. C'est très bucolique. Ouais. Ça, c'est le lac d'Illet. D'accord. Et là, c'est sublime, cette vue. T'as vu avec le petit magnifique. cairn, là, devant. C'est très beau. On s'installe là, je crois que ce coin est fait pour. Allez. Ah bah voilà. C'est comme chez Marc. Avant de boire, faut sentir. Tu sens. Ou c'est costaud, ça. Alors, ça, c'est l'apéritif phare du Jura. Tu trouves ça que chez nous. C'est un savant mélange entre du marc du Jura, donc de l'alcool de raisin, et du jus de raisin, fraîchement pressé. Mais c'est savamment alcoolisé aussi, j'ai l'impression. Hein. À boire avec modération, bien sûr. C'est ça. À boire avec modération. On va faire la sieste après le pique-nique. Hein. Voilà.
En tout cas, c'est vraiment gentil à toi de m'avoir accompagnée ici parce que tu m'as permis de découvrir le Jura de deux façons très différentes. Vu de tout là-haut, chin-chin à Eric et vu d'ici. Donc merci beaucoup. De rien. Merci à toi. Sophie. Magnifique. Les grandes forêts du Jura ont toujours abrité de nombreux artisans. Tourneurs sur bois et tailleurs de pierres précieuses ont fait la renommée de la région. Mais aujourd'hui, la jeune génération fait souffler un vent nouveau. Marine Egraz est une jeune illustratrice. Ses dessins et ses objets de décoration sont souvent destinés aux enfants. Un univers poétique qui puise son inspiration dans les paysages de son Haut-Jura natal, comme ici, sur les rives du lac d'Étival. Ici, c'est un endroit qui est pas loin de là où j'ai mon atelier. Alors, je viens souvent. On est au calme. Il y a tout qui rappelle ce qui fait le Haut-Jura. Des sapins, de l'eau, des petits animaux. J'ai un petit renard qui me suit partout. Mais c'est un animal qui est très présent chez nous. Moi, j'en vois pratiquement tous les soirs en rentrant chez moi. Ils sont assez proches des humains, mais ils ne se laissent pas approcher non plus. J'aime bien cette proximité que tout le monde peut avoir ici avec cette petite bête-là. Et aussi, il est orange. Et il n'y a pas tant d'animaux oranges. Une fois dans son atelier, Marine donne vie à ses personnages. Ici, tout est fait à la main, comme cette commande pour un petit garçon, une veilleuse en papier découpé. Elle vend ses créations en boutique et sur les marchés de la région. Je travaille avec un imprimeur qui est à un quart d'heure d'ici. Et je fais faire les boîtes sur mesure. C'est des boîtes en bois de pin. Et c'est un collègue ébéniste qui me les fabrique, spécialement pour mes petites veilleuses. Marine est hébergée à l'atelier des savoir-faire dans le petit village de Ravillol. Un espace qui permet aux artisans de transmettre leur savoir aux habitants de cette région rurale. Toute l'année, des stages sont organisés pour découvrir les métiers d'art, développer sa technique comme sa créativité. Ce jeune ébéniste propose à ses stagiaires de dessiner puis fabriquer des meubles avec des matériaux de récupération. On a des profils qui ont vraiment déjà des personnes qui ont un petit peu travaillé de la matière, qui ont l'habitude d'utiliser des outils ou non. J'essaie surtout d'aider les personnes à développer leurs compétences créatives, leurs compétences techniques et surtout de faire en fonction des niveaux de chacun. Est-ce qu'il faut appuyer dessus ? Il faut plutôt laisser faire la machine. Parce que de toute façon, regarde. Si on va le truc toute seule, quoi. Pour Marie-Christine, qui vit dans les collines voisines, c'est déjà le 3e stage. Elle a choisi de fabriquer une tête de lit à partir de bois de palette. Une fois qu'on a quelque chose qu'on a fait nous-mêmes chez nous, c'est vraiment notre regard qu'on porte qu'un meuble qu'on a acheté tout fait, qu'on a monté, voilà. On se régale. C'est vraiment quelque chose, une découverte, mais on se rend compte que c'est très manuel, il y a le bois, il y a l'odeur, puis je trouve que c'est quand même une vraie facilité, puis on a un bon prof. Certains savoir-faire se transmettent, d'autres renaissent. C'est le cas du métier de muretier. Les plis du massif du Jura offrent une roche calcaire abondante. Pendant des siècles, les murets de pierre sèche faits avec cette roche ont dessiné les limites des pâturages, avant d'être avalés par la nature. Gildas Baudet fait revivre ces murs. Donc mon marché, je le fais sur place en fait. Donc là, j'ai des belles pierres que, hop, voilà, que je retourne, je regarde si elles me conviennent, si elles sont pas trop cassées. Ce savoir-faire était en train de disparaître.
Le Jura compte aujourd'hui 3 muretiers comme Gildas. Avant d'assembler ces pierres, il faut les choisir soigneusement afin de donner à ces murs le respect arrondi typique du Haut-Jura. On a de la pierre qui est pas rectangulaire, on a des pierres qui sont complètement difformes. Là, on en a une pointue, donc il faut trouver le bon assemblage. Et au fur et à mesure qu'on remplit, on met des plus en plus petites pour faire le calage. Toutefois, on laisse des espaces. Dans un mur, c'est très utile parce que se logent dedans plein d'animaux, que ce soit des escargots, des lézards, des vipères. Donc il faut leur laisser un petit peu d'espace pour qu'ils puissent passer l'hiver tranquille. Raphaël Perrin est le maire de Septmoncel. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Ouais. Il commande régulièrement des murs à Gildas pour rendre à son village son cachet d'autrefois. Voir renaître ces murs sur le territoire, c'est avant tout reconstruire un peu le patrimoine, cette marque, cette ligne, ce trait de caractère qui met une vraie valeur au paysage haut-jurassien qui, par ailleurs, est d'une beauté remarquable, sans être chauvin. Dans ce territoire rural, à l'habitat dispersé, les artisans ont largement contribué à façonner le paysage. Les Jurassiens peuvent compter sur ces jeunes passionnés pour entretenir leur patrimoine. Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour Marie. Tu as fait bonne route? Oui, très bien, écoute. Bienvenue dans le Jura. Merci beaucoup. Terminus de mon train, gare de Mouchard pour rejoindre avec toi Salins-les-Bains. Exactement. Direction la Syrie? Oui, alors Salins-les-Bains, on va parler de thermalisme et la Syrie, on parle de bois. La Syrie, c'est chez toi. Principalement, oui, c'est ça, c'est chez nous. Bon, ben Salins, tu verras, il y a beaucoup d'histoires à raconter sur la ville et tout ce qui l'entoure. Entre bois et thermalisme. Et sel surtout. Exactement. Prends la route de chez toi, je crois que c'est vraiment un lieu qui raconte l'histoire de ce territoire où la forêt est omniprésente. Oui, c'est ça, c'est un lieu où le bois, l'eau, était au cœur du travail des hommes, était au cœur de la vie des hommes. Pour la petite histoire, quand on a déménagé dans le Jura, quand on est venu là la première fois, on est passé par cette route, et moi je me suis cru en Amazonie là quand on est passé dans cette route. Et voilà, bienvenue à Salins-les-Bains. Merci. Eh bien voilà, regarde, ça y est, Sophie, on arrive à la Syrie. Alors, je suis vraiment très heureuse de te présenter notre bâtiment. Il y a 5 ans en arrière, j'aurais pas pensé que je puisse t'inviter et te recevoir dans notre Syrie. C'est une chambre d'hôte aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, c'est une chambre d'hôte. Ouais. On accueille des personnes presque du monde entier. Mais il y a de ça, bien avant nous, c'était une vraie Syrie où on exploitait le bois qui venait de la forêt de Joux, où on a été charron également. C'est-à-dire qu'on faisait des roues de char, oui, c'est ça? Pour transporter le bois. Ouais. C'est pour ça qu'autour du bâtiment, tu peux voir les écluses là-haut, la réserve d'eau, la rivière. Les anciens, ils avaient bien choisi en fait l'endroit où ils implantaient le lieu. Une Syrie qui a une nouvelle vie grâce à ta famille. Voilà. Allez, viens, je vais te montrer ta chambre. Les voilà. Merci. Les clés du paradis. Mais alors attends, ce châssis raconte aussi un peu l'histoire du lieu. Ah mais complètement. À quoi ça servait, ça, exactement? Ah ben là, on sciait les grumes. On sciait les grumes, on transformait l'arbre en planche. Ouais. Et tout ça tourne avec la force de l'eau. D'accord. Feuillette l'album souvenir, Marie? Oui. Alors, est-ce que tu t'es bien installée? Ah oui, elle est très belle, ma chambre. Thaïs, un joli nom, ça. C'est ça. Chambre. Regarde sur l'album photo. Tu la reconnais ou pas?
Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. C'est l'état dans lequel elle était quand tu as découvert le lieu avec ton mari? C'est ça. La scierie, c'était ça en fait, c'était ce bâtiment. Oh là là, bah dis donc, il vous fallait beaucoup d'imagination à tous les deux. Hein. Et là, ce que tu peux voir, c'est tout le travail que Mathieu a pu faire, d'arriver à sortir, à extraire tout ce bois qui restait. Il y avait déjà un savoir-faire quand même de ta part et de la part de Mathieu. Ah bah surtout de Mathieu. Ouais. Hey, bonjour. On te dérange, il y en a un qui Non, travaille. ça Salut va. Mathieu. Mathieu, Sophie. Ouais. Qu'est-ce qu'il est beau cet atelier. Il est vraiment dans son jus, hein. Ah bah il est resté comme on l'a trouvé, le plafond qui s'abîme un petit peu, donc on a rajouté les fers et on voulait garder dans son ambiance pour montrer un petit peu style musée, savoir comment c'était, comment les anciens travaillaient, quels outils ils travaillaient. Et ça, du coup, c'est émouvant pour toi, pour vous deux, hein, de se passer, hein, chargé en petites histoires et en grandes histoires. Bah en fait, je pense que c'est un peu cette histoire qui nous a fait revivre la scierie et on voulait pas que ça disparaisse, donc c'est pour ça qu'on est parti pour rénover cette scierie et accueillir du monde pour partager un peu cette connaissance, cette trouvaille qu'on a faite et qui nous plaît tellement. J'ai presque envie de rajouter, quand on a vraiment pris possession de la scierie, on a découvert tout ce qu'il y avait. On s'est dit, ils étaient vraiment brillants. Ouais. On n'a pas le droit de ne pas réussir, quoi. Ouais. Vous n'êtes pas originaires de la région, tous les deux. Pourtant, non. Vous avez été adoptés ici et vous-même, vous avez adopté le Jura. Exactement. Ouais. C'est une terre d'accueil entre la population, les petites montagnes qu'il y a autour, tous les champs, les espaces verts que nous, on adore beaucoup. Il y a toujours une activité à faire, que ce soit en été, le vélo, la marche, l'hiver, le ski, la randonnée. Il serait pas un peu hyperactif, ton mari? Si, carrément. Il est fatigant. Il est fatigant, mais il s'est fatigué sur le chantier. Parce que quand je vois les photos de la scierie, dans l'état dans lequel vous l'avez trouvé, vous avez donné un petit peu beaucoup de temps, d'énergie. Sophie, regarde, on y est. Jolie vue, dis donc. La vue est magnifique, elle te permet de découvrir le côté médiéval de Salins, qu'on connaît moins bien. Et ça te permet de vraiment comprendre l'histoire de Salins, avec l'ensemble des églises, des bâtiments religieux sous le fort Belin, et puis la saline qui trône au cœur de la ville. Autre bâtiment quand même en face de la saline, emblématique, c'est le lieu où on est. Là, on est au sommet de ce dôme. C'est au sommet de la chapelle. Exactement. On est au-dessus du dôme de la Libératrice, Notre-Dame Libératrice, qui a donc été pendant de nombreuses années vénérée par les Salinois, puisqu'elle a protégé la ville de 3 fléaux, de la peste, de la famine et surtout de l'envahisseur français. Parce qu'on était quoi là à l'époque? Espagnol. Ah d'accord. On y va voir ces salins. Alors là, c'est ces grandes tours là qui servaient à quoi? L'extraction des fumées lorsque l'on chauffait la saumure. Tu m'as expliqué tout ça. Allez, c'est parti. On va dans les entrailles de la terre. On y est. Enfin, voilà, nous sommes au cœur des salines de Salins-les-Bains. Alors ici, tu sais comment on appelle ce lieu? Dis-moi. La cathédrale du sel. Je comprends pourquoi. L'architecture, elle nous ramène au moment où ils l'ont construite. À l'époque, les hommes, au niveau des connaissances, ils savent construire des cathédrales. On est à quelle époque là à peu près? 12e et 13e. Comment on a pris conscience, comment on a su qu'il y avait de l'eau salée ici? Tout à l'origine, ce sont les animaux qui allaient tout le temps s'abreuver sur les mêmes sources. Et en goûtant, ils se sont rendus compte qu'il y avait du sel. Et de là est venue l'exploitation de l'eau salée. D'accord. Et ce sel, alors, on s'en est servi pour quoi exactement? En premier lieu, c'était la conservation des aliments. Et puis ensuite, c'était un moyen de rémunération. Toi, en fait, quand tu es arrivé ici, tout de suite, tu t'es dit, il faut que je m'intéresse à cette histoire locale qui est absolument passionnante. Non, mais au démarrage, c'est la grande surprise, c'est de se dire, waouh,
Mais il y a ça ici. Oui. Mais comment ça se fait? Du sel dans le Jura. Une fois que tu as passé l'étape de la surprise, tu découvres le lieu, tu te dis mais c'est magique. En fait, cette histoire, elle est magique et cette ville, elle se mérite dans le sens où il faut creuser, il faut la découvrir pour arriver à voir tous ces trésors. Ouais, c'est toujours l'or blanc du Jura, alors. Toujours. Sous la brume estivale, un bijou brut, couleur émeraude. Le lac de Vouglan. Long de 35 km, c'est l'un des plus grands lacs artificiels de France. Ses flancs boisés sont un merveilleux terrain de jeu pour tous les amoureux de la nature. Prête? Ok, on y va. Comme Anne-Sophie, guide équestre, et sa fille Thaïs, en quête aujourd'hui d'un point haut. Dans un calme absolu, les forêts du lac offrent un cadre féerique. J'ai toujours vécu ici. Le Jura, je trouve que c'est surtout de la forêt, c'est quand même vachement sauvage. Ouais, j'aime beaucoup. Moi, je me sens vivre ici. Allez, Café, on y va. Allez, on est arrivé au fameux belvédère. Ah, l'eau, elle donne envie, hein. Tiens, ta gamelle. C'est un promontoire qui nous permet de voir le lac de Vouglan, avec derrière la chaîne du Jura. Et derrière, en fait, il y a la Suisse. Mes cavaliers qui viennent des grandes villes à côté, comme Lyon ou Genève, ils sont impressionnés par la qualité des paysages, où on peut voir un lac avec la forêt autour, sans aucune habitation, ce qui est assez remarquable et ce qui devient de plus en plus rare. Moi, je l'appelle le grand spaghetti vert. Le lac est magnifique de par sa couleur. L'eau est chaude. On se croirait presque à Tahiti. Désert de Tahiti pour son bleu émeraude et sa température. L'été, les eaux de Vouglan dépassent souvent les 25 degrés. En paddle, en bateau, en kayak, un havre de paix, de nature et un environnement idéal pour ceux qui ont besoin de se ressourcer. On les surnomme les sirènes de Belsin. Alors, on va mettre Sylvie à la nage, tu vas te mettre aux deux. À la base nautique du même nom, elles se retrouvent 2 fois par semaine pour leur entraînement d'aviron. Vous pouvez, surtout vous ne forcez pas. Hein? Pas de souci. Tranquille. Toutes ces sirènes ont en commun d'avoir été touchées par un cancer du sein. Sur le lac, elles reconstruisent la vie d'après. Il faut oublier la maladie. On n'en parle pratiquement pas. On est bien. On oublie tout. C'est une bonne guérison. Ça fait partie de la guérison. Voilà. Pour moi, c'est la liberté suprême. En totale liberté, mais sous l'œil attentif de Marie-Annick. Et Edith, il va falloir que tu cales ton aviron droit. Voilà. Pour encadrer les sirènes, la professeure d'aviron a suivi une formation santé. Et depuis le début des entraînements, les effets sur leur forme comme sur leur morale sont très positifs. Je pense que c'est une vraie thérapie, dans le sens où ça leur permet de sortir de chez elles. Elles apprennent à être en groupe, elles retrouvent confiance en elles, elles retrouvent l'estime de soi. Et pour les rameuses en rose, ce beau lac de Vouglan n'est pas étranger à ces résultats encourageants. Ouais! Bravo les filles! Vous avez eu un appontage, une sortie tip-top! C'est la sérénité, c'est vraiment, ça nous apporte beaucoup. On a une belle région, donc il faut qu'on en profite. Je suis chauvine. Je ne suis pas native du Jura, mais vraiment, quand on voit cet espace, voilà, on ne peut pas mieux faire. Bruno est garde-pêche bénévole du lac. Il est l'un de ces gardiens de Vouglan qui le sillonne en bateau toute la saison. On a la saison d'été où on a un lac qui est tout verdoyant avec des couleurs d'arbres, de sapins qui sont en plein essor. On a l'automne où les couleurs deviennent des couleurs de feu,
où là, ça nous en met plein les yeux. Hors période touristique, le lac est si grand qu'il paraît parfois désert. L'occasion pour Bruno de nous faire découvrir le plus beau secret de Vouglan. Un de nos plus beaux trésors, c'est la Chartreuse, où on se trouve en ce moment. La Chartreuse qui a été engloutie sous 80-90 mètres de profondeur, qui est en dessous de nous exactement. La Chartreuse de Vaucluse a été construite au XIIe siècle. À l'édification du barrage, elle a été engloutie. Aujourd'hui, seuls les plongeurs confirmés peuvent aller contempler ces vestiges du Moyen-Âge jurassien, tout droit sortis des profondeurs de l'histoire. Bonjour. Bonjour Sophie. Je suis venue observer les lynx avec toi et qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu bidouilles? Là, j'essaie surtout de localiser une des femelles qu'on a relâchées. Ouais. Alors en fait, grâce à ce râteau, cette antenne râteau et puis mon récepteur VHF. Ok. Donc en fait, j'ai un signal extrêmement faible. Là, elle est en plein bois, donc on n'a aucune chance de l'observer. Bon, je te dis bonjour quand même. Ravie de te retrouver ici en pleine forêt. Voilà, en pleine forêt. Ouais. La forêt, c'est vraiment le milieu naturel du lynx? Ah oui, là on est en plein dans son environnement et on est précisément en plus à l'endroit où on a relâché une des deux femelles qui a été soignée au centre Athénas. Alors le centre Athénas, c'est le centre dont tu t'occupes et vous prenez soin, entre autres, des lynx, qui est vraiment un animal emblématique du Jura. Hein. Oui, c'est un animal emblématique du Jura, c'est un peu plus de 100 individus pour toute la France et donc effectivement ça nous prend énormément de temps. Chaque individu compte pour cette espèce. Tu crois qu'on va avoir une chance de croiser cette femelle lynx là que vous avez relâchée récemment? Les chances sont quand même relativement minces parce que en fait c'est un animal crépusculaire qui va surtout éviter notre présence. C'est un animal qui vit solitaire toute l'année, sauf la mère bien sûr qui est accompagnée de ses jeunes pendant 10 mois. D'accord. Mais le mâle et après, ils reprennent leur indépendance. Après, ils prennent leur indépendance. Et le mâle et la femelle font leurs petites affaires pendant 15 jours et ensuite se séparent. Ouais. Oui, mais ça c'est les couples libres. Hein. C'est ça. Alors c'est un peu dans ce genre d'endroit, par exemple, qu'elle peut tendre des embuscades à des chevreuils, des passages, des petites ruptures de continuité dans la forêt. Seulement aux chevreuils, hein, elle tend des embuscades. Ah oui, bien sûr, il n'y a aucun danger pour l'homme, il n'y a jamais eu d'attaque de lynx sur l'homme. Si on se met à hauteur de lynx, la femelle que vous avez relâchée récemment, là, si elle nous observait, elle se mettrait où? Plutôt tapis au sol. De façon à passer inaperçue. Elle a un pelage mimétique qui lui permet déjà de se fondre dans les feuilles mortes, par exemple. Une fourrure camouflage. Voilà, exactement, une fourrure camouflage. Alors les lynx, ils sont dans les nouveaux bâtiments. Bon, on le voit, ce département lynx? On y va. Voilà, donc ça, c'est Viry. C'est une femelle qui a été récupérée, accidentée très jeune en 2015. Ah, écoute, en tout cas là, elle est très calme. On voit qu'elle est vraiment belle. Et puis les caractéristiques des lynx, hein, ces poils qu'ils ont comme ça au bout des oreilles. Pinceaux, ouais. La queue courte et puis le pelage tacheté. Et puis souvent une petite barbichette. Les favoris, voilà. Ouais. Donc ils sont plus visibles chez le mâle. Ouais. Tu dois lui donner à manger là. Je dois lui donner à manger, oui. Je te regarde faire. Il n'y a aucune agressivité chez le lynx. Au pire de la curiosité, mais aucune agressivité, il n'y a aucun risque d'attaque. Ça a un air vraiment très sympathique. Bon,
c'est pas aussi sympa qu'un chat de compagnie, hein. Ça reste un animal sauvage. Hein. On est vraiment dans la catégorie des félins, là. Effectivement, mais ça a beaucoup d'attitudes communes avec le chat domestique ou le chat forestier. Oui, bonjour, c'est le centre Athénas à l'appareil. Vous nous avez appelé hier concernant une martre. Elle est toujours rendue, cette martre? Elle est toujours avec vous? D'accord, tant mieux. Il faudrait que vous la mettiez dans une caisse de transport pour chat, si vous avez. Alors concrètement, un cas pratique. Dans mon jardin, j'ai trouvé un petit oiseau. Apparemment, il est tombé de son nid. Qu'est-ce que je fais? Le conseil peut consister à le replacer au pied d'une haie, si c'est un jeune merle par exemple, qui a besoin d'être nourri par les adultes et dont le milieu de vie est le pied de haie. Si c'est un jeune faucon comme ceux qu'on va baguer tout à l'heure, oui, eh bien à ce moment-là, il est urgent qu'on le récupère parce qu'il ne sera pas nourri au sol par les adultes et s'il est tombé du nid, c'est que c'est un accident. Alors ça, ce sont des faucons cresserelles qui ont été dénichés par des travaux d'aménagement dans des combles. Donc là, ce sont des jeunes qui ont aux environs de 15 jours, tous, et qui vont passer encore une quinzaine de jours au nid, un peu plus de 15 jours au nid, avant de s'envoler. Pendant cette période de 15 jours, ils vont se fixer à leur nid artificiel, au gîte qu'on va leur offrir, et pour eux, ça sera comme leur lieu de naissance. Mais je te propose d'aller voir, ce sera plus explicite. Très bien. On y va ? La famille va s'agrandir, les amis. En fait, ils sont là-haut. Voilà, donc il y en a qui sont déjà volants, tu vois, qui reviennent juste se mettre à l'ombre, parce que c'est quand même leur home sweet home. Donc là, on les a emmaillotés. Je sens son cœur qui bat. Il doit être un peu inquiet, là. Oui, il y a des cousins qui commencent à dire « Attendez, n'ayez pas peur, on est là. » Ah, c'est une vocation, tout ça, hein? Ouais, c'est vrai. On fait pas ça par hasard, hein? Non, je pense pas. Qu'est-ce que ça t'apporte de protéger cette faune sauvage? Bah déjà, je pense à ceux qui me suivront et qui auront la possibilité d'observer ces espèces en nature. J'espère pouvoir contribuer à mon humble niveau à ça. Puis ça m'apporte l'équilibre. Ouais, c'est vrai. Ouais, vraiment. Écoute, je te souhaite bonne chance dans la vie. Hein, t'as pas eu un démarrage facile, je sais, mais là, tu vas voir. Ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Voilà, t'es entre de bonnes mains. Vas-y. Sur une année, tu accueilles à peu près combien d'espèces ici? Alors, c'est environ 100 à 150 espèces et c'est 2500 à 2700 individus différents. Ah oui, donc ça veut dire que depuis la création du centre, vous avez vu passer du monde. On a vu passer près de 30 000 animaux depuis la création du centre. Alors du coup, pour relâcher l'oiseau, tu vas le mettre contre toi, enlever la serviette doucement en déballant l'oiseau, maintenir les pattes avec ta main, tu passes ta main sous la serviette, t'attrapes les pattes, tu enlèves la serviette tout en maintenant l'oiseau contre toi. Tu peux attraper les pattes comme ça. Tu prends l'oiseau avec les ailes bien le long du corps. Et puis après, voilà. C'est ça la satisfaction. Exactement, c'est le meilleur moment de toute notre activité, le lâcher. Feuillus ou résineux, les arbres sont chez eux sur le territoire jurassien. Près de la moitié de la surface du département est recouverte de bois. La forêt publique est gérée par l'Office national des forêts. Ce sont ces agents qui décident des arbres qui vont être abattus. Aujourd'hui, Cécile vient vérifier le travail des bûcherons sur son secteur. C'est un arbre qu'on a marqué et donc c'est un arbre qui devait être coupé.
Donc là, on va essayer de trouver les bûcherons. Alors le mieux, c'est de se repérer au bruit. Entendre le son de la tronçonneuse au fond des bois. Il y a celui-là à battre là. On va pas être facile celui-là. On va essayer de l'envoyer là-bas. L'autre mission de Cécile, c'est de veiller à ce que les bûcherons fassent le moins de dégâts possible sur les jeunes arbres. C'est pas évident de réussir à faire passer les bois entre les autres. Dans ces bois denses, les bûcherons doivent faire dans la dentelle pour ne pas réduire l'avenir de la forêt en miettes. On a sauvegardé l'épicéa, le petit foillard, le gros épicéa. Donc tout est sauvegardé. Il a bien voulu aller où je voulais. Depuis quelques mois, le bois du Jura bénéficie d'une AOC. Une belle reconnaissance pour tous les acteurs de la forêt. Le Jura ne se contente pas de produire de beaux arbres. Il forme aussi les jeunes professionnels de la filière bois. Au lycée du bois de Mouchard, l'internat héberge des jeunes venus des 4 coins de la France. Frédéric vient de la Haute-Saône. Après avoir obtenu un bac scientifique, il a perpétué la tradition familiale. Mon grand-père il était bûcheron, puis l'autre était garde forestier à l'ONF. Alors, c'est vrai que bon, les week-ends c'était beaucoup dans la forêt, quoi. Surtout avec mon grand-père qui était garde forestier, on allait pas mal se balader. À Noël encore, avant, on allait couper le sapin et puis voilà. Donc c'était sympa comme ça. L'établissement a ouvert ses portes en 1934. Mais depuis une vingtaine d'années, le secteur est en pleine mutation. Et aujourd'hui, l'ordinateur s'est imposé comme l'outil numéro 1. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la réalisation de ce pied-là. D'accord. Dans l'atelier, les étudiants sont formés sur des machines dernier cri. Les mêmes qu'en entreprise. Donc la seule chose que tu as à faire, c'est aller lui dire sur quelle table il travaille. C'est pareil alors. Ouais. Tu travailles sur T1, c'est ça. Tu diminues, ok, et on est parti. On flippe pas mal parce qu'on nous répète tout le temps que les outils c'est vachement cher, les ventouses aussi. Alors faut pas se louper en fait quand on fait ça. Les élèves qui sortent du lycée Mouchard n'ont aucun mal à s'insérer dans le monde du travail. Pour le BTS de Frédéric, par exemple, il y a en moyenne 3 offres d'emploi par jeune diplômé. Pour certains, la forêt reste avant tout un lieu de détente. Guidés par Gaël au cœur de la forêt, Florine et Rémi s'apprêtent à découvrir le restaurant le plus branché du coin. Voilà la salle de réception. Donc aujourd'hui, vous êtes 2, donc on a une table installée, prête à vous accueillir. Super. Il y a toujours un petit effet waouh. S'il y a sensation de c'est trop pour moi, je veux pas, etc., la table elle est réglable. Voilà. Ok. Après quelques conseils et explications, les amoureux sont invités à rejoindre leur table à 12 mètres de haut. Ici, le repas se mérite. Gaël reste au sol pour faire le service. C'est un ancien bûcheron reconverti dans la grimpe d'arbres. Il a imaginé ces repas suspendus pour attirer dans les bois un nouveau public. Une fois le concept trouvé, il a dû tout inventer. Tous les éléments, les porte-verres, les verres, la table, tout ça, c'est moi qui les ai fabriqués. On a testé avec des copains, on a cherché et voilà, on arrive à quelque chose de plutôt opérationnel maintenant. Les premiers plateaux n'étaient pas super stables, on a vécu des pluies de saucissons. À l'étage, Florine et Rémi goûtent au charme des cimes. On n'entend rien du tout.
En fait, à part les oiseaux, la nature, ça n'a rien à voir avec un vrai restaurant. Hein. Non, là, franchement, on a l'impression d'être un peu seul au monde, en fait. Les invités peuvent rester attablés aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Certains attendent même la tombée du jour, l'heure à laquelle le restaurant branché se transforme en restaurant étoilé. Hey! Bravo Anaïs! Merci! Salut! Salut Sophie! Salut! Ah écoute, je suis impressionnée, hein. Franchement, là t'arrives, je t'ai vu faire tout le grand tour, arriver ici sur le pas de tir, reprendre ton souffle et hop! C'est toute la beauté de mon sport justement. Oui, parce que biathlon, hein, il y a 2 compétitions, on va dire, 2 activités. Hein. Sur les skis, avec des drôles de skis aujourd'hui. Des skis à roulettes l'été et de tir. Bah bien sûr. Forcément. Je suis contente de te trouver ici parce que tu es vraiment une championne. Tu as plein de médailles. Les JO en Corée. Il faut que tu me racontes quand même en 2 mots ce qui s'est passé là-bas pour toi. C'est pas possible en 2 mots. Oui, c'est ça. C'est trop de bons souvenirs et d'émotions. Et c'est un rêve de gosse. J'imagine que ta carabine doit être très précieuse pour une championne. Hein, c'est ton Stradivarius à toi. Est-ce que tu m'autoriserais Bien sûr, à avec tirer plaisir. avec? Donc, dans un premier temps, je te la confie sans munitions pour t'expliquer comment ça se passe. Tu as remarqué que c'était un petit peu lourd. C'est 3,5 kg. Ok. Alors, tu vas te déhancher un petit peu le bassin vers l'avant. Ton coude avant va venir prendre appui sur ta hanche parce que tu vas pas porter la carabine ni la supporter, tu vas juste l'appuyer. En fait, il faut que tu arrives à mettre ton œil en face du petit trou là. La position est pas mal. C'est vrai? Oui, la position est pas mal. Tu vois la cible 2? Oui. On va dire le rond de gauche. Tu dois la mettre au milieu du rond. Donc à présent, ton doigt sur la détente doucement. Ouais. Et ensuite, le coup part. Tu vises, tu bloques ta respiration et tu tires. Tu reprends. Ouais, parfait, bravo. Facile. Pas mal. On dirait que tu as ça dans le sang. On sent vraiment la pression que tu dois, toi, vivre quand tu es en compétition. Et c'est un sport qui t'a toujours fasciné, qui t'a toujours fait rêver? Bah, je pense, oui. Ouais. La dimension sur les skis où il faut être à bloc et tout donner et physiquement au-dessus et combiné au calme et à la précision du tir, c'est tellement 2 antagonismes que j'ai toujours été fascinée par cette discipline. Voilà, comme sur des roulettes. T'es monté sur roulette, donc fais attention. J'étais plus à l'aise tout à l'heure en tirant que là, ici, sur ces roulettes. Tout à fait. Je t'ai récupéré des ski roues avec des roues un peu plus larges que les miennes, parce que moi, c'est pour que je fasse travailler tous les muscles de mon corps. Ski roulette pour débutantes, voilà. C'est bien. Je te sens déjà à l'aise. Oui, bah bien sûr. Donc on va y aller comme ça. Je te suis, enfin je vais essayer. Donc les bâtons sont très grands. Bah, ils sont grands, mais ils sont à la bonne taille. Hein. Là, tu es en train de nous faire un espèce d'alternatif En fait, pour l'instant, je pousse avec les bras, là, mais tu vois. c'est bien, c'est que tu as de la force. Ouais, voilà, ça y est, j'ai compris. Alors écoute, on vient de faire 2 mètres, je suis déjà essoufflée. Ouais, mais forcément. Tu te débrouilles bien. Alors là, ici, on est sur la commune de Prémanon, à quelques kilomètres de la station des Rousses. On est bien ici. Ouais. Et là-bas, on voit se dessiner au milieu des arbres le tremplin de saut à ski et de combiné. Puis en 2020... 2020, l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse, conjointement avec Lausanne, donc les Suisses, qui nous délèguent la partie nordique parce que nous, on avait déjà les infrastructures pour accueillir ce genre de compétition. Et ça, c'est génial parce que on fait pas de l'éphémère, on fait quelque chose de durable. Et conjointement avec les Suisses, on peut vraiment aller dans le bon sens et dans le sens de la jeunesse et de l'avenir. C'est chouette.
Ok, je sais, je suis pas objective. Mais je trouve quand même qu'on fait du bon boulot et que c'est chouette quand même. T'as un beau terrain d'entraînement. On essaye la petite descente là. Allez, on y va doucement. Fais attention, parce qu'il n'y a pas de frein. Très bien, donc vas-y. Bon, hein, si je pars dans le décor. Hein. Essaye de pas aller dans le décor. Il y a des belles infrastructures pour les champions là, ici. Oui, on a réussi à faire un bon mix entre nos besoins et puis ce qu'ils étaient capables de nous offrir. Moi, je viens ici depuis que je suis gamine, ça fait vraiment longtemps. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Moi, j'accompagne la championne. Hein. Enchanté. Enchanté. C'est Nanas. Voilà. Comment t'appelais? Nanas. Nanas, c'est le petit nom. C'est mignon. C'est briquet. Oui. Il fallait que je te présente quand même parce que le biathlon, c'est pas juste un athlète, une performance, c'est vraiment un staff et du soutien logistique continuel. Ma poignée, on l'a retravaillée ce printemps, on y a retouché. Donc on voit que maintenant c'est le produit fini et voilà. Enfin bon, là on voit vraiment que c'est vraiment adapté à ta main. Comment tu fais? Tu as moulé la main de la championne? De manière très classique, comparaison par rapport à ma main. Oui, enfin vous n'avez pas tout à fait les mêmes mains tous les deux. C'est à peu près. Tu as beaucoup de mains un peu plus fines, mais oui, ça va. La taille est à peu près la même. Et puis après, je sais en gros ce qu'ils doivent obtenir au niveau du positionnement de la poignée par rapport à la mécanique, qui est important. Je vois que tu utilises des matières nobles, du bois, du liège. Rien ne peut remplacer ces deux éléments, ces deux matières. Non, on ne fait que réinventer les qualités et les bonnes vertus du bois avec matériaux synthétiques. Et puis en fait, à l'arrivée, on est mieux servi. Là, c'est du noyer. Il y a encore des crosses qui ont une résonance qui sont encore plus intéressantes pour nous. C'est en bambou, par exemple. On parle de résonance. Vibration, résonance, Qui est bien accompagné, en tout cas. Tout va bien alors? Tu restes avec ça? Aujourd'hui, oui. Ouais. Demain, on verra. T'as encore du boulot, toi. Super contente de t'avoir rencontré. Sophie, merci beaucoup. Bon allez, on trinque à la tisane. Toutes les cibles qu'on a réussi à faire tomber, toutes les deux, enfin, surtout toi. Merci, mais toi, t'as bien contribué aussi. Écoute, j'ai fait ce que je pouvais. Quand je suis arrivée pour te rejoindre sur la route, à Morbier, j'ai vu ta photo sur un rond-point. J'ai vu que tout le monde était fier de toi ici, vraiment. C'est le village où j'ai grandi. J'y ai passé quand même une longue partie de ma vie aussi. Et c'est vrai que ça fait plaisir, même si c'est pas forcément... la chose qui me met le plus à l'aise, mais à la fois j'en suis fière aussi. C'est quand même ça fait plaisir. De toute façon, c'est une terre d'entraînement naturel, le Jura. C'est un terrain de jeu incroyable pour ça. On a tout ce qu'il faut. Bon, les infrastructures, comme on a vu, mais aussi le relief naturel. Le climat, même si d'aucuns diront qu'il pleut trop, que c'est trop humide, mais heureusement qu'il y a aussi de l'humidité, sinon on n'aurait pas de neige l'hiver. Et on a vraiment tout ce qu'il faut et j'aime. Je te comprends. Écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci, c'est gentil. Je suis ravie d'avoir fait ta connaissance en tout cas. Merci beaucoup. Trônant sur leur promontoire rocheux, les forteresses médiévales émaillent le territoire jurassien. Construit au XIIe siècle, le château de Chevreau profite de sa position dominante et de son histoire pour devenir le rendez-vous des amoureux du Moyen-Âge. Chaque année, la cour du château accueille ses passionnés en habit d'époque. Forgerons, artisans, ménestrels et cavaliers, tous ici sont bénévoles. Ceux qui animent aujourd'hui le château participent aussi à sa rénovation. Chevreau, un chantier d'envergure commencé en 1990 et qui a déjà réuni plus de 35 nationalités. Venu en voisin, c'est sur ce chantier que Sébastien a appris le métier de tailleur de pierre. C'est des rencontres, oui, et puis apprendre à vivre ensemble. Puis on se rend compte qu'en 3 semaines, on arrive à se connaître, à se rencontrer, à se parler, même si on ne parle pas la même langue, à échanger. Et puis à construire quelque chose ensemble. C'est un peu notre devise, construire ensemble et avec nos différences. Salut ma grande! Le chef d'orchestre, c'est Jacques Geneste. Il y a 30 ans, cet Auvergnat d'origine réalise son rêve d'enfant, redonner vie à un château fort.
La mise en valeur du site, c'était bien, mais le faire vivre, c'est encore mieux. C'est aussi un objectif de s'ouvrir vers les autres et puis surtout de faire profiter à tout ce public, à ces familles qui viennent aujourd'hui avec les enfants, petits-enfants, dans un château fort. Donc je pense que les petits garçons et les petites filles aussi sont contentes d'être dans ce lieu, voilà, et qui est rendu possible et magique grâce au travail de nos jeunes. Pour les bénévoles jurassiens, l'aventure collective de Chevreau, c'est aussi une manière de se réapproprier leur patrimoine. Quand vous êtes dans un château, quand vous baignez dans le jus comme ça, c'est magnifique, quoi. On ne peut pas demander mieux. Le château, en plus, tous les ans, il évolue. Tous les ans, il y a des petites choses nouvelles. On le sent grandir, on le sent se rénover comme ça, d'une année à l'autre. Et ça, c'est super. Cette passion pour le Moyen-Âge semble bien contagieuse. Au nord du Jura, une invasion viking est en passe d'être repoussée. Pour la première fois, le temps d'un week-end, des passionnés de reconstitution médiévale se retrouvent pour en découdre. Une ambiance familiale, même si chez les grands, ça ne plaisante pas. Messieurs, saluez! Les stars de ce rendez-vous, l'équipe locale de Béour. Le Béour, c'est ce sport de combat inspiré du Moyen-Âge. En armes et avec des armures de 25 kg. Les règles sont simples, il faut mettre l'ennemi à terre et tous les coups sont permis, ou presque. Les coups d'estoc sont interdits. Ça reste des copains, on n'a pas envie de les éventrer. Loïc est un ancien combattant. Il fait partie de ceux qui ont remis le Béour au goût du jour. Aujourd'hui, le Béour, pour moi, est une sorte de consécration de la reconstitution, puisqu'on fait revivre cette forme de tournoi, un petit peu à l'identique, même si on est bien en dessous du niveau de la chevalerie de l'époque. C'est du jeu, on s'amuse, on est avant tout là pour s'amuser. Il y a le côté sportif, bien entendu, mais on est là pour s'amuser. 25 kg de métal sur le dos et une préparation physique de très haut niveau, le Béour, c'est du sérieux. Public, nous vous saluons en espérant que vous avez passé un bon moment. De l'eau. On meurt, putain. Mais là, j'ai un peu mal à l'épaule droite. On n'a pas tapé fort du tout. Hein. C'était vraiment cool. Après avoir participé à des dizaines de tournois de Béour à travers l'Europe, Loïc a déposé les armes pour mieux les fabriquer. Aujourd'hui, il est le forgeron officiel de son équipe. C'est parti. Super, merci beaucoup Loïc. La passion du Moyen-Âge et de la forge sont venues d'une seule et même personne. J'avais 9 ans à peu près. C'était celui qui allait devenir mon maître de forge, mon maître d'armes, Bernard Crotty, le fondateur, avec son frère d'ailleurs, des Chevaliers de Franche-Comté. Déjà, quand je l'ai vu combattre en armure, ça a été un émerveillement, une révélation. Et quand je l'ai vu après dans l'atelier, fabriquer les armes, fabriquer les armures, ça a été un déclic. Une fois qu'on a chopé ce virus-là, c'est foutu. C'est foutu. Ces sportifs médiévaux de l'extrême sont aujourd'hui près de 300 en France. Loïc, lui, a embarqué toute sa famille dans l'aventure. J'aimerais bien être forgeron et je pense que ce sera rigolo. Et aplatir du métal, j'adorerais ça. Et surtout aider mon papa à la forge pour qu'il a plus de temps d'être avec nous. Plan, ça c'est dit. Grâce à ses habitants passionnés, le Moyen-Âge jurassien est une époque à la fois révolue et pleine d'avenir. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vais à S'il vous plaît. Saint-Claude. Oui. J'arrive à quelle heure là à Saint-Claude? Alors, 12h40. D'accord, donc là c'est vraiment toute la ligne, hein, toute la ligne Toute des la ligne hirondelles. des hirondelles. Qu'est-ce que je vais voir là en chemin? Beaucoup de montagnes et beaucoup de viaducs. C'est vraiment un C'est bel une autre- aperçu c'est du une autre Jura région, alors. Oui, hein. oui.
Jean-Claude. Ça va? Tu m'as gardé une petite place? Je t'ai gardé une petite place. Bah écoute, je suis ravie de te retrouver. Tu m'avais dit rendez-vous dans le train des hirondelles. Dans le train des hirondelles, voilà. Tu vois, je fais beaucoup de photos. Ouais. C'est un peu un repérage parce que je fais une maquette de train. Mais oui. C'est une grande maquette de train. Dans la maquette, il y a une partie de la ligne des hirondelles où je ferai la gare de Mouchard, la gare de Moret, où on va arriver. Oui, alors on est parti de Dole pour rejoindre Saint-Claude, qui est la capitale du diamant et des fabricants de pipes. Voilà. Mais c'est vraiment une ligne historique. C'est une ligne historique qui a été faite pour désenclaver le Jura. Ils ont mis une 50aine d'années pour faire cette ligne-là. Sur les 125 km de long, il y a quand même 36 tunnels, 18 viaducs. Il y a des véritables ouvrages d'art à admirer. Là. Il y a même un tunnel qui est en fer à cheval et qui part dans la montagne et qui fait un grand fer à cheval et qui redescend au même endroit, mais 30 mètres à peu près plus bas. Bon, là, il faut que j'aille faire une photo parce que pour faire l'intérieur après de la maison. De la gare? Oui, de la gare. Oui, j'y vais. Vas-y. Faut pas partir. Je garde ta place. Je garde ma place. T'as bien la gare là. Ah oui, j'ai bien la gare. Comme ça, je vais pouvoir faire l'intérieur le plus fidèlement possible, naturellement. Même plafond, même couleur, tu vas faire vert comme ça là? Pareil. Tu feras même le distributeur de boissons? Pourquoi pas? Avec les lumières dedans, parce que j'ai des toutes petites diodes LED là. Je peux mettre des toutes petites ampoules, des toutes petites microscopiques. Ah, tu fais tout toi-même ou presque? Je fais tout moi-même avec des imprimantes 3D. Ok. C'est un boulot de dingue. C'est un boulot de dingue. Ouais. Là, par exemple, j'ai fait la gare de Mouchard et quand on allume les lumières, on voit les fils à l'intérieur. Donc... Non, ça va pas ça. Non, ça va pas. Faut la refaire. Donc je la referai. Ouais, faut la refaire. Voilà. On a quitté la jolie ligne des hirondelles là. Oui. C'est vrai qu'il était magnifique. Les paysages qu'on a vus défiler là, très joli. avec ces ponts là, ces viaducs, c'était superbe, vraiment. Et là, je te propose un autre paysage qui va surplomber la ville de Poligny. On voit bien là, Jean-Claude, le contraste entre les plaines du Jura et les massifs plus montagneux. Ah oui, parce que c'est vrai que quand on parle Jura, on parle toujours montagne. Ouais. Mais tu as un tiers du Jura qui est plat, c'est la Bresse jurassienne. Et on voit bien ici la faille qui est géologique. Et tu as même une reculée là. C'est la rivière qui a érodé, qui a donc reculé avec l'érosion. Et c'est pour ça que ici, dans le Jura, on appelle ça des reculées. Et d'ici, on voit bien le centre-ville historique. On voit bien le centre-ville historique. Je vais t'emmener du coup par là-bas, où il y a tous mes trains, etc. Les petits trains électriques. Bon, bah viens, on y va parce que je sens que tu es impatient. Alors là, je vais te montrer, t'as vu, là c'est tout mon domaine. T'as vu, c'est... Ah là, t'es un homme heureux. Là, je suis un homme heureux, t'as vu, c'est très... Dans la caverne d'Ali Baba dont tu me t'as vu la parlais. hauteur, la quantité de choses qu'il y a. Il y a même des maisons. T'as vu des maquettes un peu comme j'ai fait, toi. D'accord. Alors, qu'est-ce que t'es venu chercher, toi, là, exactement? C'est le chasse-neige qui fonctionne dans le Jura, le Bellac. Il faut vraiment fouiller partout, en bas, en haut. Alors, attends. Là, c'est des locomotives. Là, on n'est pas loin dans les locomotives, de toute façon. Non, là, c'est un wagon. Là, c'est les locaux. Les locaux... Ah ben voilà, t'as trouvé. C'est ça? C'est ça, oui, c'est ça, voilà. Attends, on va faire essayer. Bonjour. Par Jean-Christophe. Bonjour, Jean-Christophe. Bonjour. Bon, alors Jean-Claude, il ne sait pas quoi choisir. Voilà, je ne sais pas trop quoi choisir. On va l'aider à se décider. C'est vrai que... Vous allez voir, les locaux, maintenant, elles sont sonorisées. Ah oui. Vous avez le son. C'est génial.
Toi aussi, Jean-Christophe? Petit, il y avait des trains électriques aussi, oui, ouais. oui. Mais mon grand-père était passionné, mon père était passionné, et nous, bon, on a repris derrière. Ah, il y a même le conducteur à l'intérieur. Lui est un conducteur. Ouais. Et comme en vrai, tu as même la locomotive qui fait demi-tour sur elle-même. Ce modèle a l'air de lui plaire. Hein. Je crois que c'est celui-là qui te plaît. Ah ouais. Et puis en plus, il est difficile à trouver quand même. Donc je reste sur Cherche-Neige. Et puis c'est un petit peu plus local. Hein. Oui, c'est plus local. local. Besoin là pour la neige surtout. J'attendrai un mois plus tard pour acheter l'autre. Tu sais qu'il y a un nom pour parler des passionnés de trains et de trains miniatures. Okay. Les ferrovipates. Ah, je savais pas que j'étais ferrovipate. T'es un ferrovipate. Ah bah je suis ferrovipate. Pupillin est un petit village de 250 habitants à peine, mais son nom s'exporte dans le monde entier grâce à ses coteaux qui donnent l'un des meilleurs vins jurassiens. L'été touche à sa fin. Julien Maréchal fait un dernier tour dans ses vignes pour s'assurer que le raisin est à point. Les peaux sont mûres, il y a du fruit, il y a encore une très très belle acidité. Et sur une année caniculaire comme ça, c'est assez rare. Un soulagement, car l'année écoulée a été particulièrement éprouvante pour les vignes et pour les hommes. C'était une saison un petit peu délicate, elle a démarré très difficilement avec des gros problèmes de gel au printemps, comme dans pas mal de régions. Et puis on s'est un petit peu battu contre ça, on a quand même sauvé quelques grappes, donc une partie de la récolte. Et puis après, à l'inverse du gel, on a eu une grande période de sécheresse avec plutôt un côté un peu caniculaire. C'est des saisons qui sont de plus en plus aiguës sur les différentes périodes de l'année, c'est compliqué à gérer. En attendant les vendanges, Julien choisit quelques-unes de ses plus belles grappes. C'est sa contribution au bio, la fête la plus attendue des viticulteurs de la région. Chaque vigneron ramène quelques grappes. Alors on essaie de vraiment choisir des grappes qui ont pas de grains abîmés. Et puis si on peut, on essaie de cueillir un petit peu le rameau qui va autour de la grappe, ce sera plus facile à attacher. Voilà. Donc des blancs, des rouges, des grains un peu juteux, c'est gourmand. Julien se rend à la maison Bornard, l'une des plus vieilles fermes du village où le bio est en cours de confection. Bonjour, bonjour. Bonjour. On a déjà attaqué. Ça y est. On enlève. Le bio, c'est cette grappe géante fabriquée avec les raisins de tous les viticulteurs par les femmes. Alors elles font ça tellement bien qu'on peut même pas les aider parce qu'on ne ferait pas aussi bien. Il faut des mains agiles à droite et des mains d'homme seraient malvenues dans cette tâche-là. Sans machisme aucun. C'est bien en se reculant? Qu'est-ce que ça dit? Là, il n'y a pas un trou, un petit trou, on va en remettre une petite. Traditionnellement, c'étaient les mères, épouses ou sœurs de vignerons qui fabriquaient la grappe. Désormais, ces femmes sont elles-mêmes vigneronnes, parfois même patronnes d'un domaine, mais elles poursuivent la tradition. On a pris le relais naturellement, je crois que voilà, de génération en génération, on vient sans qu'on nous force, ou voilà, ça fait partie de ces traditions qu'il faut savoir perpétuer. Ouais. Bon, je trouve que c'est pas trop mal, les filles. Le lendemain matin, Pupillin se réveille en fanfare. Dans la grange, le bio est décoré et tout le monde achève de se préparer. Anne-Laure et ses amis sont là aussi. Tous les 3 ans, c'est au tour des femmes de porter la grappe à travers le village. Ce rôle était traditionnellement réservé aux hommes. Mais en 2010, les vigneronnes ont réclamé leurs droits. À l'approche du bio, une semaine avant, les hommes nous ont pris au sérieux et ont dit cette année, les femmes, vous porterez le bio. Et donc du coup, on a fait les préparatifs le dimanche matin, sans trop diffuser l'info, et on s'est préparé dans la cuisine là, donc d'une des plus vieilles maisons d'où part le bio, et on est sorti et on a surpris un petit peu tous les regards. Je me souviens tout le long du parcours, ils disaient c'est bien les femmes. On avait vraiment des encouragements, donc on était plutôt fiers. Ouais. Salut les femmes. Salut. À Pupillin, on perpétue la tradition, mais on vit aussi avec son temps. Quand je vous dis que les hommes, on n'en a pas forcément besoin parce qu'ils n'y arrivent pas. 1, 2, 3. En patois, bio veut dire beau. Cette belle grappe pesant entre 60 et 80 kilos défile à travers le hameau.
La tradition du bio n'existe que dans 4 villages du Jura. Les premières traces écrites de la cérémonie remontent au XVIIe siècle. Cette procession était l'occasion d'offrir à Dieu les premiers raisins de l'année pour s'assurer ses faveurs et une bonne vendange. La procession se termine à l'église, qui a fait le plein pour l'occasion. Seigneur, bénis ce bio, bénis les viticulteurs de Pupillon. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous les yeux de Saint Léger, le saint patron des vignerons de Pupillin, qui veillera à la qualité des vendanges cette année encore. Le bio se termine tout naturellement par un vin d'honneur offert par les vignerons du village. Je vous sers un verre? Julien est là, comme tous ses confrères. Merci. Je vous en prie. Pour lui, qui n'est pas originaire de Pupillin, le bio est un remarquable facteur d'intégration. Le bio, c'est le partage entre tous les vignerons. Ici, on n'a plus de différence entre les modes de culture, les origines, de comment on est devenu vigneron. Est-ce qu'on est issu d'une famille de vignerons? Peu importe son mode de culture, la taille de son exploitation, si on fait des rouges, des blancs, si on est en bio, pas en bio. On partage tous ce moment de convivialité. C'est vraiment un chouette moment pour ça. Les vendanges peuvent commencer sous les meilleurs auspices. Malgré les aléas climatiques, les viticulteurs de Pupillin ont de quoi se réjouir. La réputation des vins jurassiens tels l'Arbois ou le Macvin ne cesse de grandir. Salut Joël! Désolée de t'interrompre dans ta contemplation ici à Dole. Tu vas bien? Ça va et toi? Bienvenue Merci. dans notre belle ville. Ah là là, qu'est-ce que c'est joli là. Ah. Je voyais que tu admirais la vue, mais il y a de quoi hein. Historiquement, c'est le deuxième site sauvegardé de France. Il y a 120 hectares classés monuments historiques d'un seul tenant. Et Dole, c'est l'ancienne capitale de la comté. Dole a brûlé 2 fois. Et à chaque fois, on reconstruit sur des couches successives de gravats. C'est pour ça que Dole, à un moment donné, on grimpe un peu. Ouais. Et puis c'est une ville hein, qui a vu naître de nombreuses personnalités, dont toi, hein, le chef. Mais il y a des personnages historiques. Hein. Ah oui, le plus important et certainement le plus connu au monde, c'est Louis Pasteur. Bien sûr. Si je suis venue te voir ici à Dole, chef, c'est parce que je sais qu'avec toi, on allait pouvoir cuisiner de belles choses. Ah oui, on travaille beaucoup les produits locaux. Hein. Et là, ce qu'on va faire, un produit exceptionnel, je vais t'emmener chez une copine à moi qui fait une poularde. Et on va la faire comment cette poularde? Ah bah là, on va la faire à ma façon. Ouais. Poularde de brie. Revisiter, mais bien sûr. Ah, à ta façon. Mais pas qu'avec des bris. C'est joli. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau chez toi. Bonjour. Bonjour. Ravie de te rencontrer. Bonjour Sophie, un plaisir est partagé. Bonjour Joël. Ça va? C'est ça la campagne. Hein. Ouais. Ça sent bon en plus. Ah bah en plus, ouais. Ah. Il y a des chiens, des chats, des oiseaux. Oui. Est-ce que c'est le chant du coq? Le chant du coq Mais qu'on entend parce qu'ils ont faim là ou pas? Non, c'est plutôt un cri, un coq qui chante ou parce qu'il est heureux, ou parce qu'il vient de s'occuper de sa femelle. Dès qu'il y a un mec qui chante, c'est ça. Tu veux pas chanter un petit truc? Calme-toi, si tu chantes, il veut que... Bon allez, on va peut-être te donner un petit coup de main pour rencontrer cette belle petite famille. Donc là, c'est l'aliment qu'on prépare à la ferme. Et pour l'AOC, on a le droit uniquement aux céréales, produits en Bresse, et au lait. Voilà. Ah, tu les nourris avec du lait? Avec du lait frais de mes voisins, parce qu'on est encore dans la zone à bon compter. Lait de vache du voisin. Oui, allez, on t'accompagne. Allez, venez. C'est livraison à domicile, là.
Elles sont belles comme tout. Ah bah, elles sont extraordinaires. Hein. De voir ces poules-là élevées en plein air, au moins on a respecté ces poules pendant toute leur vie jusqu'à l'assiette. Ouais, ouais. Hein. Elles gambadent. Quand on parle de poules, de poulardes, il faut que tu me racontes un petit peu la nuance. Qu'est-ce que c'est exactement une poularde? Regarde, qu'est-ce que tu vois là? Moi je vois des coqs et je vois des poules. Voilà, hein, on voit bien, ils sont déjà très différents. Ouais. Pour qu'il soit poulet de Bresse, on va le garder au moins 4 mois. On va lui donner une alimentation très très spécifique. On lui donne des grands herbages, d'accord? Ça, voilà, là tu as à faire déjà une jolie petite poularde. Donc la gauloise blanche, pâte bleu acier, plumage très blanc, et puis la crête simple mais très rouge. Donc ici, tu as combien de poules et de poulets? J'ai 500 poulets, hein, minimum 10 mètres carrés pour une volaille. C'est pas mal. C'est pas mal, hein? Il faut bien qu'elles vivent, hein, ces poules et ces poulets. Non, mais il leur faut vraiment ça, puisqu'ils vont manger beaucoup d'herbes. Ouais. C'est de la prairie permanente, aucun engrais, aucun produit phyto. Un poulet, c'est hyper rustique. Quand il est comme ça en plein air, il n'y a pas de maladie. Hein, ils ont une sorte d'énergie. C'est quand même un lointain cousin du dinosaure. Ils sont, mais si. Mais regarde, attends, regarde les poulets. T'as vu les pattes, t'as vu l'œil. Ouais. Ils ont une sorte d'énergie primaire. Je vais vous basculer dans l'air. Vous allez voir. Mais on rit parce qu'on trouve ça beau, parce que t'en parles avec passion. Il n'y a pas de secret. Hein. Si tes poules et tes poulets sont bien, c'est parce que tu les chéris, t'en prends soin. Bon, comment elle va la petite poularde? Elle va bien, elle a voyagé quand même. Hein. Oui. Pas longtemps. Elle a bien préparé. Ouais. Hop. Je vois qu'ici, tu as des morilles. Voilà, là, on les fait tremper dans de l'eau pour les réhydrater. Cette eau-là, on la jette pas, on la garde. On la met dans une casserole et on la fait réduire à une consistance sirupeuse. Et voilà ce que ça donne. Ça alors? Ah oui, voilà. Rien ne se perd avec toi. Et là, il y avait 10 litres. D'accord, donc voilà. ça rajoutera un petit peu de caractère un peu à ton assiette. Tout à fait. Et ce qu'il y a de très intéressant dans ta recette, c'est que tu vas rajouter du gingembre, des olives, des anchois, du miel, des épices. C'est ce qui fait toute l'originalité de ta cuisine. Une cuisine traditionnelle revisitée. Tout à fait. Et cette poularde au mori, ça s'inscrit vraiment dans une tradition culinaire jurassienne. Il y a des plats comme ça emblématiques. Oui, des plats emblématiques comme le soufflé de brochet. Mais c'est de la cuisine ancestrale. La croûte au mori. Mais voilà, c'est des plats roboratifs, c'est des plats qui se servaient au milieu de la table. C'était très familial. Et aujourd'hui, ce qu'on a voulu, c'est les déstructurer, c'est leur amener autre chose. Alors ensuite, chef? Alors, on a les cuisses. Là. Les cuisses, on va les farcir. On a fait une petite farce à base de blanc de volaille. Alors montre-moi, donc là tu vas badigeonner ta cuisse. On va assaisonner, toujours assaisonner. Et après tu tartines, tout simplement. Moi je suis généreuse. Hein. Oui, non mais il faut... Je suis bien d'accord avec toi. Si on n'est pas généreux, c'est pas de la cuisine. Nous on commence plutôt comme ça, regarde. Sur les côtés? On va ficeler, c'est comme un rôti, principe d'un rôti. Ah oui. Donc là, tu fais vraiment le choix d'une cuisson sous vide. Ça apporte du moelleux, de l'onctuosité. Tu as une cuisson par concentration et tu montes pas en température. Et tu maîtrises tes goûts. Ouais, et on garde vraiment toutes les saveurs là, du produit. Tu as le goût, tu as le vrai goût. Tu as le vrai goût de la poularde. Et voilà nos morilles. Hein, les fameuses morilles. Eh ben oui, parce que dans une poularde de morille, s'il n'y a pas de morille, ça va pas. Hein. Ah, pas du tout. Et là, vraiment, on a une poularde vraiment ici de la région. Et puis, on va dire celle-ci qui aurait un petit peu voyagé. Ben voilà, avec les épices, le rasé la noute, avec les carottes, le gingembre, l'olive anchois à l'Italie. Magique, quoi. On retrouve là toute ta passion et pour la cuisine, les plats traditionnels et les voyages. Tout à fait. Cette assiette raconte une belle histoire qui est la tienne. Mais c'est ça la cuisine aussi, c'est de raconter une histoire.
Merci beaucoup de m'avoir accompagnée ici. Tu sais, c'est la fin de mon voyage. Je suis très heureuse de la terminer comme ça, avec toutes ces saveurs. Petit clin d'œil au centre Athéna, c'est la protection de la faune sauvage. Et puis, je voulais faire aussi un petit coucou et croiser les doigts pour Anaïs et lui souhaiter plein de belles médailles à venir. Moi, je vous embrasse très fort. On se dit à très bientôt. Si vous voulez retrouver ces échappées belles, vous le savez, il y a le replay. On peut aussi se donner des nouvelles sur les réseaux sociaux. Faites de beaux voyages, comme d'habitude. Et moi, je vais goûter enfin cette poularde de Maury. Allez, salut. Délicieux. À ta santé, chef. Santé, Sophie.